Bonsoir à tous. Alors, première question, qui a mangé de la viande aujourd'hui? Levez la main. Ok. Alors, on est en 2050, il n'y a plus de viande. Qu'est-ce qu'on mange? Sachant qu'il faut nourrir 9 milliards d'habitants sur une planète qu'il faut en même temps protéger. Donc, c'est l'expérience que nous vous proposons ce soir, de vivre sur une journée sans viande, mais sans protéines. Alors, cette expérience, elle est issue d'un projet de recherche qui s'appelle Committed et qui est porté par Elisabeth Lambert, qui est au laboratoire droit et changement social de la faculté de droit de Nantes Université. Ce projet, il réunit des chercheurs dans 5 pays, la France, l'Autriche, l'Irlande, la Norvège et la Roumanie. Et nous sommes des chercheurs issus de plusieurs disciplines différentes, puisqu'il y a des sociologues, des philosophes, des psychologues, des chercheurs en sciences du comportement, en sciences des aliments, en sciences de l'environnement. L'objectif de ce projet européen, qui est financé pour 3 ans, c'est d'explorer l'acceptabilité des protéines alternatives à base de plantes, d'insectes et de viande cultivée. Et dans le cadre de ce projet, nous avons collaboré avec le Food Design Lab de l'école de design de Nantes et son équipe, Julia Kunkel, sa directrice, qui n'a pas pu être là ce soir malheureusement, Aude Messager, la responsable pédagogique, et une designer, Laure Choquet. Je m'appelle Céline Galen et je fais partie du laboratoire d'économie et de management de Nantes Université à l'IAE et je suis enseignant en marketing et chercheur en comportement alimentaire. Nous avons fait pour ce projet collaborer les étudiants que vous voyez sur l'image du Food Design Lab et de l'IAE, donc des étudiants en marketing, en master marketing à l'IAE et des étudiants en food design à l'école de design. Le challenge, c'était d'explorer la perception, les freins, les attentes et les critères d'acceptabilité de nouvelles sources de protéines. Alors, il existe 4 catégories de protéines alternatives, les insectes, les protéines végétales, les protéines fermentées et la viande cellulaire. Les étudiants en ont choisi 3, vous le verrez, ils vont vous les présenter. Leur démarche est basée sur une démarche de design thinking et de design fiction. Donc, dans un premier temps, ils ont procédé à une recherche documentaire, un audit packaging, des interviews exploratoires. Et donc, suite à cette étude documentaire, ils ont pu émettre, lors d'une phase d'idéation, 138 idées. 27 concepts prometteurs ont été retenus et 3 ont été développés. Ces 3 concepts ont été testés auprès de 68 consommateurs. L'objectif des concepts proposés par les étudiants, c'est de dépasser les résistances des consommateurs. Pour les insectes, de passer du dégoût au plaisir. Pour la mycoprotéine qu'ils ont choisie, issue du mycélium de champignons, il fallait passer de la méfiance à la confiance. Et pour la viande de poulet cultivée, de la peur à la fascination. Je vais les laisser maintenant vous présenter leur travail. Bonsoir à tous. Merci Céline pour l'introduction. Donc, comme vous avez vu avec ce projet, l'enjeu il est assez grand et donc il y a une question à se poser, c'est alors on fait quoi? Nous, dans notre travail, on a travaillé du coup sur 3 alternatives protéiques. Donc les insectes, les champignons avec ce qu'on appelle la mycoprotéine et la viande cellulaire qui est une viande cultivée en laboratoire. Mais nous, notre projet, il n'était pas scientifique, il était avant tout humain. Parce que le problème, il n'était pas nutritionnel. Si on parle seulement de nutrition, ces alternatives-là, elles sont super riches, que ce soit en protéines, mais aussi en termes de fibres et de minéraux, et elles pourraient très bien vous nourrir, nous nourrir. Le problème, il était plutôt psychologique. Le dégoût, la méfiance, la peur de l'artificiel, psychologiquement, ça bloque, et ces alternatives-là, elles sont du coup pas psychologiquement ni culturellement encore acceptées. Alors nous, on a fait des recherches. Donc dans un premier temps, des recherches documentaires et des audits pour voir ce qui se passait en France, en Europe, voir ce qui bloquait, comment les contourner. On a aussi fait des exercices créatifs pour stimuler notre imagination et commencer à avoir nos premières idées propres. Et puis on a fait des entretiens, comme le disait Céline, qui se voulaient dans un premier temps exploratoires. Donc en gros, au lieu de rester seul dans notre coin à essayer de chercher des idées, on a interrogé près de 70 consommateurs français sur ces alternatives. Donc on les a écoutés, on les a analysés. Et surtout, on a essayé de comprendre un peu les points de tension, leurs désirs, et surtout d'essayer d'enlever le blocage. Donc ce soir, on va vous présenter des concepts. Donc c'est pas vraiment que des idées en l'air, c'est vraiment des concepts qui vont essayer de vous faire aimer la protéine, en tout cas les différentes protéines,
Donc on a imaginé plusieurs concepts, que ce soit des packaging, des moments de vie, de partage, des expérimentations, tout ça pour vous faire aimer la protéine. Donc trêve de théorie, on passe à la pratique. Euh, on passe à la pratique, pardon. On passe de 2025 à 2050 et on va vous montrer aujourd'hui une journée typique. Coucou, bien dormi? Pas assez. Le réveil a sonné trop tôt. Oh là là, mais t'as vu l'heure? On va être en retard pour la visite de l'usine tout à l'heure. Oh, t'inquiète, on a le temps pour un petit déj. Tiens, j'ai entamé un nouveau paquet. C'est celui aux fruits rouges. Goûte-le. Ah, sympa, j'aime beaucoup. Ah, puis l'odeur de fraises fraîches, j'adore, ça réveille. Bah, c'est pour ça que je l'achète. J'ai envie que ce soit pratique. Et puis en plus de ça, c'est bon. Et puis sa petite mascotte avec ses gros yeux, elle me fait rire. Elle s'appelle comment déjà? Thomas, le granola qui réveille vos sens. Ah oui, c'est ça. Bon allez, tiens, serre-toi, goûte-le. C'est pas mal, hein, j'aime beaucoup. C'est quoi exactement? Alors, c'est plein de protéines, de fibres et de minéraux. Tout ce qu'il faut pour bien commencer la journée. Ah bah tant mieux, moi ça me plaît. Ce que vous venez de voir ici, c'est une scène tout à fait banale. Deux amis qui prennent leur petit déjeuner autour d'un bol de granola. Elles parlent de l'odeur, elles parlent du goût, elles parlent de l'énergie que ce petit déj peut leur procurer. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'ingrédient principal de ce qu'elles viennent de manger, de ce granola, la protéine miracle, c'est de l'insecte. C'est de la poudre d'insecte et plus précisément de la poudre de verre de farine. Oui, vous avez bien entendu, c'est bien des vers de farine et des insectes. Alors c'est vrai que quand on a commencé le projet en 2025, c'était impensable de pouvoir en manger. C'était viscéral. On a eu une sorte de dégoût, la peur du sale, et surtout les petites bêtes là qui grouillent dans le ventre. Donc on s'est dit, comment on peut passer en fait du burk de 2025 au miam de 2050? Notre première stratégie, c'était l'invisibilité totale. Nos recherches documentaires, elles ont montré que ce qui bloquait le plus, le principal frein, le principal obstacle, il était visuel. Quelque chose qui a la forme d'un insecte, une patte, une antenne, etc. Et là, ça bloquait complètement. Alors nous, on a décidé d'invisibiliser l'insecte et de le réduire en une poudre fine. À ce moment-là, il va devenir un ingrédient technique, comme ce que vous pouvez retrouver dans vos aliments du quotidien, comme du sucre ou de la farine, par exemple. Et pourquoi on a choisi du granola? Parce que le granola, c'est sec et surtout, c'est croustillant. Et donc, c'est l'image opposée de ce que peuvent associer les gens aux insectes, donc comme gluants ou visqueux. Donc, en gros, on va donner du croquant familier à votre cerveau pour le rassurer, mais aussi une saveur familière avec ici donc le fruit rouge, mais qui peut être évidemment décliné en d'autres saveurs. Mais alors cacher et invisibiliser l'insecte, c'était notre première idée, mais ce n'était pas la seule. En deuxième, on a aussi le plaisir avant la raison. Donc en fait, on va essayer de prendre à revers tout ça et à oublier de vous dire que ok, manger d'insectes, c'est bon pour la planète, mais surtout, c'est délicieux. Et donc c'est pour ça, et c'est de tout ça qu'en découle notre concept de packaging et le slide and smell. Donc, comme vous pouvez voir le packaging qui est à l'écran, et puis aussi ici, ce paquet il est conçu avec des microcapsules de parfum qui sont intégrées au système d'ouverture. Donc en d'autres termes, quand vous allez ouvrir ce paquet-là, il y a ce système de frottement qui va marcher, une odeur puissante et gourmande de fruits rouges qui va se dégager. Et pourquoi on a choisi ce système-là? Eh bien parce que votre odorat, c'est le sens qui est lié le plus directement à vos émotions. Donc en d'autres termes, quand vous allez ouvrir le paquet et sentir cette odeur-là, votre cerveau il va associer le mot plaisir à ce produit avant d'associer le mot dégoût ou insecte et vous faire complètement oublier ce dernier. Donc on va essayer de court-circuiter justement le dégoût que le cerveau peut vous apporter par la gourmandise. En fait, tout est fait pour dédramatiser. Déjà, le nom Thomas, du latin Thomae, qui veut dire prendre ou prendre une part, et qui vient en fait évoquer le partage. Puis on voit sur la boîte ou sur le packaging, il y a un insecte, bien sûr, mais un criquet, Thomas, mais il est mignon, il est stylisé, et surtout des couleurs chatoyantes, un peu rosées et chaleureuses, qui viennent en fait à l'encontre des couleurs qu'on peut voir pour l'écologie, comme le marron ou le vert. En fait, tout est fait pour que Thomas, notre petit insecte, devienne un allié du petit déjeuner et non un intrus dans notre bol de céréales. En résumé, on n'essaye pas de vous cacher la vérité parce que sur le paquet, c'est écrit riche en protéines d'insectes, vous le savez. Mais juste, on ne vous l'impose pas visuellement. On a essayé de transformer une contrainte écologique en une vraie expérience hédoniste. Donc maintenant, on avance dans la journée. Il est 14 h, c'est dimanche. Et le dimanche midi ou après-midi, si vous ne voulez pas aller au centre commercial pour acheter et consommer sans réfléchir, si vous voulez apprendre des nouvelles choses, faire des visites, chercher du sens, si vous voulez comprendre ce que vous mangez par exemple, l'activité préférée des familles, c'est de venir ici. Bienvenue dans l'usine Forêt.
Ce concept unique est né d'un constat que nous avons fait il y a plus de 20 ans. À l'époque, quand on parlait de protéines alternatives, et plus particulièrement de la mycoprotéine, donc de la protéine de champignon, vous aviez peur. Vous nous disiez que c'était chimique, que c'était ultra transformé, que l'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Nous avons alors décidé de tout casser, enfin d'ouvrir les murs, de tout ouvrir et de casser les murs. Donc plutôt que de cacher la production, on a décidé de la sublimer. Alors on a imaginé un concept qui était à mi-chemin entre une promenade enchantée en forêt et un centre de découverte scientifique. C'est un parcours initiatique en 5 étapes qui a été conçu pour faire passer de la méfiance à l'admiration. Donc suivez-nous, la visite va commencer. Nous commençons par l'entrée. Nous sommes dans la pénombre. Nous arrivons dans un monde organique, sombre. Des grandes formes ressemblant à des champignons s'étirent vers le plafond. Des filaments lumineux s'étirent sur les murs, tels des racines. Nous entrons maintenant dans le monde du mycélium. Le mycélium, c'est la partie souterraine du champignon, c'est ses racines. Et on a compris que c'était un véritable trésor. Un trésor parce que c'est une usine naturelle incroyablement efficace. Ça pousse vite, ça nécessite peu d'espace et surtout ça consomme infiniment moins d'eau qu'un champ de soja ou un élevage bovin par exemple. Ici, les enfants peuvent toucher les parois, sentir cette odeur de sous-bois et du coup on leur apprend que la nourriture de demain, elle ne vient pas d'un laboratoire dans une éprouvette, mais elle vient du vivant, de la nature. Nous continuons maintenant notre visite. Le couloir s'élargit, la lumière devient plus blanche, plus cristalline. Nous arrivons à la deuxième étape, la vue sur l'usine. Mais oubliez les usines grises et brillantes du passé. Derrière cette immense baie vitrée se cache le cœur du réacteur, donc des cuves brillantes, des tuyaux transparents, des bulles de verre où la vie circule. C'est ici que la magie opère. Vous voyez ces grandes colonnes, c'est ce qu'on appelle des bioréacteurs. Et c'est le moment crucial de la visite parce que c'est ici qu'on démystifie la technologie. On vous explique simplement ce qui se passe à l'intérieur de ces réacteurs-là. C'est de la fermentation. En gros, c'est le même processus naturel qui est utilisé depuis des siècles pour lever le pain ou brasser la bière, par exemple. Et ici, du coup, on ne cache rien, on contrôle la chaleur, on nourrit le champignon et il se développe tranquillement dans un environnement pur. À ce moment-là, la peur du chimique disparaît. Vous comprenez que c'est propre, que c'est sain et que c'est juste de la nature, mais optimisé. Nous continuons maintenant notre visite. Maintenant que nous avons vu l'origine de ce produit, nous voulons voir ce qu'il se passe dans l'assiette. Nous arrivons alors dans une zone où nous avons imaginé des bulles de présentation. Donc, imaginez des sphères transparentes suspendues dans l'espace telles des bulles de savon. Et à l'intérieur, nous pouvons y voir le produit transformé. Dans la première sphère, donc la première bulle, vous voyez la matière brute qui est sortie de la cuve. Donc là, c'est une sorte de pâte blanche et fibreuse. Et dans la suivante, la matière, vous la voyez s'épaissir, se texturer. Tout ça pour que dans la troisième, vous découvriez le produit fini. Imaginez des burgers, des émincés, la sauce. Tout ça, c'est visuel, c'est pédagogique. Et vous réalisez à ce moment-là que cette racine-là, elle peut prendre toute la forme de la cuisine que vous connaissez. Mais on ne peut pas convaincre seulement avec les yeux, il faut convaincre le palais. Nous arrivons alors à l'étape culminante de notre visite, l'espace de dégustation. Ce comptoir, il est ouvert, convivial, ça sent bon la cuisine. Mais ici, on ne vous raconte plus d'histoire, on vous donne une fourchette. Vous goûtez alors un nuggets de mycélium, et là, surprise. La texture, c'est ça qui est bluffant. C'est ferme, c'est fibreux et ça résiste sous la dent, un peu comme du blanc de poulet ou du bœuf par exemple. Le goût, il est neutre certes, mais il a absorbé toutes les saveurs des épices ou de la sauce du chef. C'est bon, tout simplement, et vous réalisez que ce que vous êtes en train de manger, ce que vous êtes en train de goûter et que vous avez devant les yeux, c'est pas un simple substitut, mais c'est un vrai plat gourmand. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de notre visite, la boutique. Parce que maintenant qu'on a été rassurés par l'origine du produit, que nous avons vu ces cuves et que nous avons goûté ce produit, nous voulons le ramener chez nous. Ici, acheter de la viande de champignons, c'est aussi naturel qu'acheter des fruits ou des légumes au marché ou à la ferme il y a quelques années. Nous avons transformé une usine qui pouvait paraître chimique en un lieu de vie familial. Voilà notre pari pour ce concept-là, cet après-midi-là, la transparence totale. Mais pour ce qui arrive ensuite, pour le dîner, on a un défi encore plus grand parce qu'on s'attaque à un monument de la gastronomie française, la viande, la vraie. Donc pour terminer cette présentation, on a travaillé le sujet qui paraît être peut-être le plus complexe, la viande au dîner.
Donc on a travaillé autour de la viande cellulaire, ou aussi appelée viande cultivée, en particulier celle de poulet. Donc pour rappel, ce produit il est issu vraiment des cellules qu'on vient prélever sur l'animal, donc en évitant l'abattage. Donc sur le papier, c'est une solution plutôt idéale. Idéal, oui, mais dans nos interviews, on a remarqué qu'il y avait un réel blocage. En fait, les Français trouvent cette innovation un peu trop aseptisée, froide, chimique ou trop transformée. En fait, il y a un réel contraste entre la parole des scientifiques et votre imaginaire collectif. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé un concept qui rallie les deux, qui concilie les deux. On a créé un concept de restaurant immersif basé sur le concept du labo à la ferme. Donc plutôt que de cacher le côté très scientifique et artificiel, on va commencer par ce côté-là et ensuite poursuivre pour mieux l'oublier. Donc on va vous expliquer maintenant les étapes un peu du repas. Tout d'abord, on a pensé le restaurant sous la forme d'une cellule d'œuf. Donc on rentre dans le laboratoire, la lumière devient plus froide, le laboratoire opère. Alors pourquoi on a envie de donner cette lumière et ce ressenti de laboratoire? Parce qu'en fait, on a vraiment envie de montrer la transparence et la sécurité pour le consommateur. Donc finalement, on va commencer par le produit brut, c'est-à-dire que tout part de l'œuf. On vient prélever sur cet œuf la cellule qu'on va ensuite venir multiplier dans des cuves en inox. Donc ce principe aujourd'hui, il est déjà existant. Une entreprise, Vitalmeat, qui se trouve à Cholet, donc à peu près à 40 km d'ici, fonctionne déjà sur ce principe. Donc pour l'apéritif, on vous servira quelque chose autour de la viande cellulaire, donc avec des snacks cellulaires et bien sûr des cocktails avec des chairs encore fumants, donc toujours sur ce côté très scientifique. En fait, même les couverts sont pensés pour un peu troubler le consommateur. On oublie un peu les couverts traditionnels, on mange avec une pipette ou des spatules. On vient en fait manger à la manière d'une expérience scientifique. On mange à une texture translucide, transparente, mais là on se rend compte que ce n'est pas encore gourmand. Et c'est là que la magie va opérer. En effet, c'est là que tout le concept prend son sens, puisqu'on va commencer à changer d'ambiance. Donc on va arriver vers des lumières chaudes, une musique plutôt acoustique, et on arrive dans l'univers de la ferme. Donc pour le plat de résistance, on va vous servir un poulet cultivé, fumé au foin. En fait, c'est vraiment, on oublie le côté maintenant du laboratoire, trop aseptisé, l'inox, on passe à l'osier. On oublie les couverts, les pipettes, les spatules. On vous montre des couverts en bois. En fait, tout est fait pour être chaleureux, l'odeur du foin, l'odeur de la campagne. C'est vraiment un restaurant qui revient aux sources. Donc c'est un peu le point crucial aussi de la recommandation marketing. L'idée, c'est qu'on vous présente toujours le même produit. Ça reste de la viande cellulaire, de l'apéritif au dessert, mais l'expérience autour va évoluer. Donc on va aller vers quelque chose de plus traditionnel, plus rustique, quelque chose qui va effacer petit à petit le côté artificiel finalement du produit. On va rassurer le cerveau. Et ça va nous permettre finalement de nous sentir un peu comme chez notre grand-mère au moment d'un poulet rôti. Et donc une fois le plat de résistance fini, le calme revient et c'est l'heure de la pause pédagogique. Alors on ne va pas vous envoyer un film ennuyeux et long, mais plutôt des images, des textes explicatifs sur ce que vous venez de manger. Donc là, si on reprend le schéma derrière moi, on prend une poule, elle pond son œuf, on vient en prélever les cellules de cet œuf et les mettre dans un bioréacteur. Et de ce bioréacteur va en émaner une sorte de pâte qui aura la texture et le goût du poulet. Mais finalement, ce que vous venez de manger, ça grandit un peu comme une plante. La cellule de l'œuf, c'est la graine. Le cultivateur, c'est la serre. On la nourrit et elle a poussé. En fait, pour nous, la métaphore de la graine, elle est super importante. Parce qu'en fait, ça montre qu'il n'y a vraiment rien de bizarre en fait, dans tout ça. C'est vraiment la nature qui reprend ses droits, qui vit sans souffrance animale. Et donc finalement pour le dessert, donc l'atmosphère sera solaire et on vous servira une glace au poulet avec de la châtaigne sur son lit de foin. Le foin, la châtaigne, c'est le retour à la nature brute. On enlève le côté aseptisé du laboratoire, le côté très froid, et place à la chaleur, au foin et à la campagne. Donc finalement, 2050, c'est plutôt une promesse d'une technologie de pointe, mais qui sait se faire un peu oublier pour laisser place au plaisir et surtout à la nature.
Vous venez maintenant de découvrir nos 3 concepts, donc l'insecte, la mycoprotéine et la viande cultivée. On va maintenant vous laisser la parole. S'il ne devait n'en rester qu'un ce soir, lequel ce serait ? On va procéder simplement pour commencer. On va faire un applaudimètre. Donc, je vais dire un par un les concepts qu'on a présentés juste ici, et puis vous allez applaudir pour votre préféré. Donc, on commence tout de suite par le matin, le petit-déj, les insectes. Ok, pas mal. Du coup, on avance dans la journée. L'usine, la visite de l'usine. Et enfin, pour terminer, le restaurant avec la viande cellulaire, s'il vous plaît. Merci à tous. Céline Galen va revenir sur scène. On a des choses à vous faire goûter normalement. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie. Vous avez peut-être un mot de conclusion à dire. Ouais, juste, on a l'impression que c'est quand même le premier concept qui gagne. Alors, on a prévu quelque chose pour que vous dégustiez. Donc, le granola à base de... Alors, pour ceux qui sont allergiques aux acariens, aux crustacés ou aux fruits à coque, n'en consommez pas. C'est un granola qui est à base de cranberry, de fruits rouges, d'amandes, de pistaches, de lait de coco et de miel. Et de baies de goji, voilà. Donc ça va passer dans les rangs, vous allez pouvoir goûter. Très bien, merci. Et de la poudre d'insectes, dedans ? évidemment. Oui, merci Aude. Bah oui, il y a des insectes évidemment, dedans. il y a de la poudre de ténébriant molitor dedans. Donc c'est pour ça que si vous êtes allergique aux crustacés ou aux acariens, évitez. Voilà, mais sinon on vous invite à goûter et on écoute vos questions. Pendant que les plateaux passent, je vois que ça circule de ce côté-là. Est-ce qu'il y a déjà des questions pour nos intervenants ? Il y a une question là-bas au fond. Ouais, il y a un micro qui arrive jusqu'à vous. On y est presque. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup, déjà, c'était trop intéressant. Et du coup, ma question, c'était pourquoi, s'il existe déjà des usines qui font de la viande cultivée, pourquoi c'est pas plus développé ? Est-ce que ça coûte trop cher ? Est-ce que... Enfin, pourquoi ? Alors, d'une part, ça coûte en effet très cher et c'est pas encore autorisé à la commercialisation. Notamment pour le poulet cultivé, c'est autorisé à Singapour, en Israël, je crois. Voilà, donc c'est comme pour les insectes d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, il y a uniquement 4 espèces d'insectes autorisées par la Commission européenne. Ça fait partie de ce qu'on appelle les novel foods, c'est-à-dire les aliments qui ne sont pas consommés de manière régulière avant 1997. Donc voilà, le prix, en effet, vous avez raison, la production, et puis les autorisations font que ça n'est pas encore développé. Donc c'est plus une question juridique pour l'instant. Oui, juridique et financière. Et financière, oui. Très bien. Et puis d'acceptation quand même aussi. C'est ce qu'on a montré ce soir, l'acceptation des consommateurs. Il me semble qu'il y avait une main qui s'était levée par ici, juste après la première question. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question. Est-ce qu'on peut considérer que vos produits sont des produits ultra transformés et donc associés à tous les risques des produits ultra transformés sur la santé ? Tout à fait. Alors, c'est aussi un frein majeur, hein. Là, c'est un objet d'étude qui est très intéressant parce que ce sont des nouveaux futurs produits alimentaires, mais vous avez raison, et c'est la crainte d'ailleurs des consommateurs qui ressort beaucoup dans les interviews, c'est l'ultra-transformation. Puisque si on parle de la mycoprotéine et de la viande de poulet cultivée, ça passe dans des bioréacteurs, c'est nourri avec des nutriments, donc c'est transformé de manière industrielle. Pour les insectes aussi, c'est transformé, puisqu'il faut d'abord il faut les assécher, il faut les broyer. Donc en effet, c'est une crainte importante des consommateurs. Après, en termes, alors moi je ne suis pas nutritionniste et je ne suis pas en sciences des aliments, donc en termes de conséquences néfastes sur la santé, je ne saurais pas vous dire quelles sont à moyen long terme les conséquences sur la santé, mais on est d'accord, on est dans l'ultra-transformation, comme d'ailleurs tous les produits, ce qu'on appelle les meat analogues, les analogues de viande qui sont faits à base de protéines végétales. Tous les jambons, les charcuteries végétales que vous voyez dans les supermarchés aujourd'hui sont des produits ultra-transformés. Très bien, merci. J'ai une main qui se lève juste ici.
et au fond après. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Aujourd'hui, il y a quand même une part de la société, de la population déjà, qui est végétarien ou végane. Y a-t-il un problème à imaginer que simplement ça s'étende et que les régimes qui existent aujourd'hui persistent demain et que ça ne soit pas forcément des champignons plus que le soja actuel, ou enfin, je veux dire le tofu par exemple, ou tout ça qui existe déjà, qui propose tout un tas de protéines. Est-ce que simplement ça peut être ça, la solution de demain, qu'on a déjà aujourd'hui ? Alors, en quoi ça pourrait être un problème, ce que vous avez évoqué ? Y a-t-il des problèmes, notamment peut-être de ressources, pour que ça puisse se multiplier simplement ? Est-ce que si tout le monde était vegan aujourd'hui en France, ça poserait un problème ? Ah, si tout le monde était vegan ou végétarien en France, oui. alors ça peut poser un problème vis-à-vis des insectes, parce que les insectes sont des êtres vivants. La question, c'est est-ce qu'ils sont sentients, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des émotions ? Donc il y a des chercheurs qui se penchent dessus, des biologistes notamment. Donc ça peut être un problème pour certains végétariens ou véganes qui ne consomment pas de viande par idéologie. En revanche, pour ce qui est issu les protéines fermentées, le mycélium de champignons est facile à produire et la reproduction dans les bioréacteurs se fait en grande quantité. Donc là, c'est une ressource qui est facile à produire en grande quantité. Et de même pour la viande de poulet cultivée, puisqu'on prélève des cellules d'œufs, comme l'ont expliqué les étudiants. Et là aussi, c'est de la multiplication de cellules dans des bioréacteurs nourris par des nutriments. Donc là, il n'y a pas de... En termes de quantité de production, on a largement de quoi nourrir une grande quantité de consommateurs. Ma question, en fait, à la base, c'était plutôt, y a-t-il un besoin à trouver d'autres alternatives à ce qui existe déjà aujourd'hui ? Alors, si on considère qu'on ne peut plus manger de viande, en tout cas moins de viande, parce qu'en 2050, on sera 9 milliards d'habitants sur Terre, donc il faudrait 70% de production agricole en plus. Donc, mathématiquement, on ne peut pas produire des protéines animales pour autant d'habitants. Donc il y a nécessité, oui, aujourd'hui, à trouver d'autres pistes. Et c'est pour ça que ce projet financé par l'Europe est en cours. Et c'est une préoccupation dans tous les pays occidentalisés. Pardon, du coup, je n'ai pas du tout été précise, mais plutôt des alternatives, par exemple, au pois chiche qu'on mange déjà, dans lequel il y a des protéines, quoi, sans parler de la viande. Mais il y a déjà plein de gens qui ont un régime alimentaire végétarien ou vegan sans manger de champignons. Oui, effectivement, on peut aujourd'hui, si ces solutions ne voyaient pas le jour, oui, effectivement, on trouverait des solutions plutôt liées à des protéines végétales. Alors nous, on ne les a pas étudiées ici, on ne les a pas retenus comme concept parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup exploré ces 10 dernières années. Donc, on s'est plutôt axé sur des protéines encore plus futuristes. Mais bien sûr que les protéines végétales, d'ailleurs, sont les plus prometteuses et celles qui se développent le mieux en ce moment. Merci. Merci. Il y avait une question au fond, là-bas. Non, c'est bon, ça, on a répondu à la question. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent ? Une par là-bas ? Bonjour, bravo pour le travail réalisé. C'était une belle mise en scène aussi pour nous faire comprendre vos problématiques. Moi, je me suis posé la question sur le granola. Pourquoi vous avez cette illustration du petit criquet ou du petit verre, là où on pourrait se dire finalement, peu importe ce qu'il y a dedans, c'est de la protéine, quoi. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que quand on a fait nos recherches, en fait, on s'est beaucoup penché sur cette question de comment matérialiser l'insecte. Et en fait, de nombreuses recherches en fait, montrent et prouvent qu'on a beaucoup plus d'attrait à aller voir un granola avec un packaging qui est plutôt mignon, parce qu'avec l'insecte qui est, on va dire, dit réel ou un peu plus illustré, en fait, il ne donne pas du tout envie. Au contraire, on a toujours ce dégoût et ce côté burk en fait, dès qu'on voit le packaging. Donc c'est pour ça qu'il est illustré, beaucoup plus mignon, pour essayer de vous faire envie, en fait. De pas du tout le montrer, ça prouverait que du coup on a peur de vous le montrer et peut-être que vous irez pas vers ce granola, vers un autre parce que vous savez pas ce qu'il y a dedans, peut-être qu'on vous ment. En fait, faut quand même prouver qu'il y a de l'insecte dedans, vu que c'est la protéine principale de ce packaging. Merci. On a encore le temps pour une question, peut-être un complément de réponse, c'est ça ? Je voulais juste compléter. Oui. En fait, l'idée, c'est de faire oublier au consommateur, non pas de lui cacher, mais de lui faire oublier qu'il y a de l'insecte. Et les recherches qu'on a faites ces dernières années, qui ont été publiées dans des revues scientifiques, montrent par exemple que lorsqu'on représente l'insecte visuellement sur le pack par un dessin, c'est beaucoup mieux accepté que si on le représente avec une photo. Le dégoût perçu diminue et l'envie de goûter augmente.
Très bien, merci. Je vois qu'on arrive à la fin de notre temps, donc je vous propose déjà de remercier encore une fois nos intervenants pour cette super présentation.